Ils devaient travailler dur pour leur donner forme et vie. Elles ne sortaient de leurs mains que pour leur rentrer dans le cœur. D'avoir été si heureux sur ça. Ça se peut pas. J'ai toute cette puissance à ma disposition. Et j'adore ça. C'est comme une poussée d'adrénaline. All aboard! Pendant 150 ans, elles ont tiré des rêves. Elles ont tiré des hommes. Des marchandises. Des animaux, du plus petit au plus gros. Elles ont roulé à travers tous les paysages, sur des milliers et milliers de kilomètres, par tous les temps. Pendant des décennies, les hommes du rail ont fait corps avec elles comme des amants. Locomotive, là, c'est la vapeur. C'était la vapeur. Ça, tu vas faire chanter ça, tu vas faire jaser ça, tu vas faire crier ça. S'il est vrai que l'on doit aux locomotives à vapeur d'avoir géographiquement lié le Canada d'un océan à l'autre, elles ont surtout réuni des hommes dans un même langage, celui d'une passion. C'est comme si la machine à vapeur avait un cœur. Lorsque l'engin se mettait en marche et commençait à cracher sa vapeur avec ce tchou, tchou, tchou si particulier, on aurait dit un cœur qui battait. C'était vivant, ces choses-là. C'était vivant. Ça venait du train, t'entendais la stime, la boucane, le feu. C'était vivant. Mais la vie sépare souvent ceux qui s'aiment, dirait le poète. Et tout doucement, sans faire de bruit, le diesel s'annonçait en prétendant. Dans les années 20, de petites locomotives diesel étaient utilisées dans les cours de triage pour remorquer les lourdes locomotives à vapeur. Ces bêtes de somme effectuaient leur train-train quotidien et ne représentaient pas encore de réelles menaces. Bien avant que les diesels ne renvoient la vapeur à l'écurie, les premières machines à vapeur avaient elles-mêmes côtoyé les chevaux qui tiraient les wagonnets au fond des mines de charbon. On les utilise pour faire remonter l'eau à la surface, soit par pression directe, soit en activant une pompe. Dans ces lieux obscurs, la révolution industrielle voyait peu à peu le jour. L'idée de la pompe, c'était bien imaginé. La vapeur entre dans un cylindre où se trouve un piston. Refroidie, elle se condense. Cela crée un vide. La pression atmosphérique appuie sur le piston qui s'enfonce. Un contrepoids quelconque le ramène, puis on recommence. L'imagination appelant l'imagination, la locomotive n'est pas loin. En 1804, l'Anglais Richard Trevithick a l'idée d'injecter en force de la vapeur dans un cylindre où se trouve un piston. La vapeur repousse puissamment le piston et sort du cylindre par les tuyaux de côté. L'arbre du piston, ainsi soulevé, entraîne le volant qui retombe, refoulant le piston dans sa position de départ. Là, il est aussitôt soumis à un nouveau coup de fouet. Et hop, le cheval à vapeur s'amène au tronc.
Clark la nomme « Catch Me Who Can », m'attrape qui le peut. Désormais, rien ne semble en mesure de rattraper ces vaporeuses belles de fer. En 12 ans d'existence à peine, le mot d'ordre de la révolution industrielle, rapidité, efficacité, performance, les a déjà fait doubler de vitesse, tripler de poids et quadrupler de puissance. Quand les locomotives à vapeur tireront leur révérence vers la fin des années 50, elles seront au sommet de leur puissance et de leur gloire. Parmi elles se trouvent certainement les locomotives de la classe Selkirk. La première de la série fut construite en 1928 et la dernière en 1949. Ce sont des géantes taillées pour la montagne. Elles peuvent tirer jusqu'à 18 voitures lourdes et leurs propres 332 tonnes sur des pentes raides. Roulant à 16 km à l'heure, elles avalent plus de 100 litres de pétrole au kilomètre. Depuis 1916, les locomotives de montagne ont abandonné le charbon et se nourrissaient maintenant de carburant. La bride sur le cou, la Selkirk peut facilement filer jusqu'à 100 km à l'heure. C'est l'époque où rien ne semble pouvoir arrêter le progrès fulgurant de la science dans sa domination des forces brutes de la nature. Les échos de ce credo vainqueur résonnent alors jusque dans le ton même des commentateurs de l'époque. Freight trains a mile long, tracks double, locomotives triple in size. Canadian Pacific, Grand Trunk Pacific, Canadian Northern, Intercolonial, Canadian National, names pioneering railroad history. Grain from the west, grain for the world, cities reaching for the sky. Canada, united by a bond of steel. Pendant ce temps, les petites diesels, encore trop rudimentaires pour prendre la route, continuaient discrètement leur travail au fond des cours de triage. En 1836, personne au Bas-Canada n'avait encore l'idée de relier par un chemin de fer le continent d'un océan à l'autre. Pour l'instant, 23 km apparaissaient suffisants. Cette courte distance séparait la ville, alors très loyaliste, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et le petit village de La Prairie, situé sur le bord du Saint-Laurent, face à Montréal. Cette première liaison ferroviaire du Canada n'était pas destinée aux amateurs de tourisme et de voyage, loin de là. Dans cette colonie qu'était le Canada, le train était une nécessité. Pour que Montréal entre dans l'ère moderne à titre de grande métropole, il était capital qu'elle puisse s'assurer d'un lien commercial rapide avec les États-Unis. Il y avait bien le fleuve Saint-Laurent, mais dans les premiers temps de la colonie, les rapides de Lachine obligeaient à faire voyager les marchandises par voie terrestre. Autrement dit, de faire face aux interminables portages et aux transports sur des chemins difficilement carrossables. La solution n'était-elle pas de passer par la rivière Richelieu, de rejoindre sans encombre le lac Champlain et de la New York? Mais cela ne suffisait pas. Il fallait un engin capable de véhiculer rapidement et sans danger les marchandises transportées par la route entre La Prairie et Saint-Jean, seule voie d'accès à la précieuse rivière Richelieu et porte d'entrée des marchés du Sud. Déjà en cette première demi du 19e siècle, quelques inventions actionnées par la vapeur sont utilisées pour le transport des charges. Mais elles manquent de souplesse et de puissance. C'est l'Écossais George Stephenson qui amena la solution en créant les premières véritables locomotives de l'histoire. La Rocket, construite en 1830, figure parmi les plus anciens modèles. À peine 6 ans plus tard, la Dorchester, la première locomotive canadienne, faisait son entrée au pays. Encore aujourd'hui, la brave ancêtre éveille la curiosité. Alors, la toute première locomotive canadienne, son aspect réel, personne ne le connaît. C'est à la suite de recherches pendant à peu près une quarantaine d'années qu'on en était arrivé à définir son apparence la plus réaliste, en particulier parce qu'on savait qu'elle a été construite par la compagnie de George Stephenson en Écosse. Donc on a consulté son catalogue, on a pu voir à peu près quelles étaient les variétés qui étaient disponibles à l'époque où la commande a été passée. Alors, du point de vue détail, peut-être que des tout petits détails sont différents sur celle que nous avons, qui est une reproduction de l'original. C'est un tout petit engin. Comme toutes les locomotives de cette époque, elle est alimentée au bois.
La Dorchester n'est pas plus grosse qu'une automobile de nos jours et fait à peine 13 pieds de longueur. Elle est dépourvue de cabine et son humble chaudière est recouverte de bois. Elle comporte 4 immenses roues motrices faites de bois cerclées de métal. La grande cheminée qui la part a pour but d'éviter que les étincelles qui s'en échappent ne mettent le feu dans les broussailles. Cela n'avait rien d'exceptionnel en cette folle époque où les fermiers craignaient le pire à chaque passage de cette nouvelle invention. La Dorchester n'a rien du bolide, mais une fois matée, elle pouvait atteindre la vitesse fort respectable de 48 km à l'heure. Il est établi d'après des recherches qui sont à peu près sûres dans leur trouvaille qu'il s'agirait d'une machine avec seulement 2 essieux porteurs, aucune roue en avant, aucune roue en arrière. C'est une machine qui était tellement capricieuse qu'un surnom lui est rapidement revenu, Kitten, chaton, à cause de ses petits soubresauts sur le chemin de fer. La Dorchester mit 59 minutes à franchir ses 23 premiers kilomètres. Sa vitesse moyenne n'a pas dépassé les 24 km/h et fut ponctuée d'un nombre fort respectable de soubresauts à la minute. Elle venait malgré tout d'entrer dans l'histoire. Du nouveau. La John Molson fait partie de ce que l'on appelle des locomotives de 2e génération. Pendant quelques années, elle et sa sœur aînée, la Dorchester, seront les 2 seules locomotives à rouler au Canada. Après des années de loyaux services, la Dorchester, essoufflée, prit sa retraite, laissant la John Molson tenir seule la vedette. De qualité supérieure, la John Molson est équipée d'une chaudière tout en métal. Le bois est maintenant de moins en moins utilisé dans la construction des locomotives. Une fois légèrement modifiée et améliorée, cette belle machine prendra les allures des locomotives typiquement Far West et qui ont tant nourri l'imaginaire. En termes de métier, les locomotives sont appelées 240, 440, 262, 282 et ainsi de suite. Pour Denis Tremblay, ex-ingénieur et mordu de locomotive, qu'elle soit vapeur ou diesel, ce jargon chiffré n'a plus de secret. L'arrangement des roues. Alors quand on dit 4-6-2, ça se compose de les 4 petites premières roues, les 3 roues motrices qui fait le 6 et les 2 autres roues qui supportent le derrière de la locomotive. Alors dans les thèmes de vapeur, on disait 4-6-2, 4-8-4 ou c'était façon de classification de locomotive vapeur. Alors ici c'est un 4-6-2. Et le 462 est surtout reconnu pour un modèle de locomotive de passagers. La roue motrice, les 3 roues motrices étant d'un diamètre assez grand, ça lui donnait surtout de la vitesse. Comparativement à un modèle de locomotive pour les trains de marchandises, les roues étaient plus petites, qui avaient quand même plus de traction, plus de force, mais moins de vitesse. La grosseur des roues ne relève pas en effet d'un caprice de dessinateur. Plus elles sont de grande dimension, plus la locomotive acquiert de la vitesse. On les retrouve souvent sous les convois de passagers. A l'inverse, les petites roues favorisent la traction et sont donc fort utiles aux trains de marchandises. Tout comme cette 484, appelée Mountain Type, la Selkirk a le pouvoir de tirer à elle seule des charges énormes. Elle est donc principalement affectée au transport des marchandises dans les montagnes. En l'absence d'un tel engin, il fallait
atteler plusieurs locomotives les unes derrière les autres ou insérer dans le convoi des locomotives de poussée qu'on appelait justement des pushers. La 440 American Type, conçue aux États-Unis au milieu du 19e siècle, est sans doute la plus connue des locomotives à vapeur. C'est elle qui apparaît dans tous les films de cow-boy sous une version ou une autre. La 440 amène avec elle une innovation remarquable dans le monde du transport ferroviaire. Quand on va vouloir améliorer la machine, une des premières innovations qu'on va introduire, c'est d'enlever les axes rigides. C'est-à-dire que les premiers essieux, c'était uniquement des locomotives de tout petit calibre qui n'avaient pas de bogie avant, cette espèce de petite ajout à l'avant de la locomotive qui est sur un pivot et qui permet justement de prendre un peu mieux les courbes. Ça évite les déraillements. La Canadian Pacific 144 est parmi les premières nées des ateliers Delormier à Montréal. Comme toutes les autres 440, c'est une dure à cuire. Elle est l'exemple même de la réussite d'une machine à vapeur. Polyvalente, on l'utilise à toutes les sauces sur un réseau de chemin de fer encore rudimentaire. Elle est tout à fait représentative de cette glorieuse période de la conquête de l'Ouest, alors que le Canadien Pacifique terminait en 1885 sa traversée complète du Canada. Peu coûteuses à construire et à entretenir, les locomotives 440 deviennent vite si populaires qu'à la fin du 19e siècle, elles sont plus de 25 000 sur les rails et se retrouvent à la tête de la majorité des convois nord-américains. À cette époque, on s'intéresse grandement à développer une flotte capable de desservir ce vaste territoire que le Canada colonise à toute vapeur. Or, en même temps que le Dominion augmente le nombre de ses provinces, les locomotives augmentent le nombre de leurs roues. Dans le décor ferroviaire canadien apparaissent alors les 460, les célèbres 10-wheelers. Fabriqués d'abord aux États-Unis et ensuite au Canada, ces légendaires 10 roues innovent encore en ajoutant une roue porteuse et tractrice. Cela accroît la force de la machine, lui permettant ainsi de devenir une excellente locomotive affectée aussi bien aux marchandises qu'aux voyageurs. Les locomotives vont alors se succéder, chacune apportant une amélioration qui satisfait au mot d'ordre du développement économique, rapidité, efficacité, performance. À l'idée impérissable de transporter marchandises et passagers d'un endroit à un autre, s'ajoute un concept plus subtil et qui devrait bientôt s'avérer rentable, celui de faire voyager les gens. C'est l'époque où les compagnies ferroviaires commencent à se soucier sérieusement de l'image qu'elles projettent. De superbes locomotives, aussi élégantes que puissantes, commencent à sillonner le pays. Aux 10-wheelers du Canadien Pacifique, le Canadien National oppose sa série des 6400. Elles sont l'élégance sur 16 roues. Ces 484 pèsent 300 tonnes et mesurent 29 mètres de longueur. Elles sont nées d'un travail conjoint du Canadien National, de la Montreal Locomotive Workshop et du Conseil national de recherche du Canada. Le profil de sa carrosserie est dessiné de façon à diminuer la résistance de l'air. Le but, éliminer les tourbillons de fumée qui gênent la vue du mécanicien. La 6400 du Canadien National se démarque par la beauté de ses lignes. Selon certains, c'est la plus belle locomotive jamais produite au pays. La plus belle peut-être, mais pas la plus royale. La plus royale, c'est la Hudson.
Construite en 1931, elle fut d'abord reine de la vitesse, reliant Montréal et Toronto en un temps record de 111 000 à l'heure. Toujours sur les rails, la Hudson reçoit aujourd'hui des sujets de tous âges. Elle fait goûter les splendeurs de son royaume de Colombie-Britannique, de Vancouver à Squamish. Son allure princière suscite toujours l'admiration. Henry Reimer a conduit cette belle machine pendant près de 20 ans. Il s'est vraiment senti roi et maître à bord de cette locomotive au passé royal. Mon préféré est bien sûr le Royal Hudson 2850, à bord duquel le roi et la reine ont traversé le Canada. Le train avait parcouru la distance de Halifax à Vancouver, sans un seul bris mécanique. Le roi l'a donc baptisé le Royal Hudson, et à partir de là, toutes les autres Hudson ont gardé ce titre. À la suite de la visite du roi George VI et de la reine Élisabeth en 1939, permission fut accordée aux Canadiens Pacifiques d'ajouter l'appellation royale à ce type de locomotive. Qui n'a pas un jour rêvé de conduire un destrier aussi légendaire et de s'élancer dans une folle randonnée aux commandes de ces fabuleuses machines de fer? Au fond des cours de triage, les diesels commençaient à augmenter passablement leur puissance. Elles n'allaient plus attendre longtemps avant de s'élancer à leur tour sur les grands chemins. À l'apogée de la vapeur, il semblait que les activités des chemins de fer ne devaient jamais prendre fin. Travailler à bord des locomotives, c'était une sorte de vocation, une affaire de famille. Le chemin de fer, on avait ça dans le sang. Le fils succédait au père, puis un jour, ce sera au tour du petit-fils de devenir cheminot. Ma mère était peut-être aussi folle des trains que mon père. J'avais dit à papa, Emile, je suis un garçon, il va te remplacer. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à checker comme chauffeur. Et une anecdote sur ça, c'est que quand papa m'amenait avec lui sur le petit local de Vaudreuil, il y avait un nommé Boisvert, qui était Joe Boisvert, qui était son chauffeur. Le premier jour, j'ai commencé. Je m'en vais à la shop pour signer le registre, comme quoi tu es chauffeur d'ingénieur. Il embarque sur l'arène, mais après ça, il dit, quoi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, moi, il travaille pas beaucoup. Dis-moi pas que t'en viens travailler aussi, hein. T'en viens comme chauffeur. Et maudit fou que t'es. J'ai dit, un fou, un autre fou qui aime ça. Habituellement, lorsque vous étiez apprenti, on vous envoyait à l'atelier où vous deviez déplacer les machines d'une voie à l'autre, puis les faire entrer dans la rotonde. C'est dans la rotonde qu'on gardait les machines. La locomotive avançait sur une plaque tournante avant d'être dirigée vers un certain lot où l'on devait travailler comme mécanicien pendant 6 ou 7 mois. Il fallait aussi apprendre à entretenir le feu et faire des voyages d'essai avec des équipes bien entraînées. Le chauffeur de locomotive vous montrait alors comment opérer la chaudière, comment pelleter le charbon, et à la fin du voyage, on vous évaluait pour savoir si vous aviez les capacités nécessaires pour faire le travail. Avez-vous seulement idée de la quantité de charbon qu'un chauffeur devait pelleter au cours d'un seul voyage? 250 kilos, 500, une tonne?
Pour parcourir la distance d'ici à Ottawa, par exemple, il fallait brûler de 7 à 8 tonnes de charbon. Et parfois, lorsque le train était très long et le voyage particulièrement difficile, il fallait s'arrêter à Pointe-Calumet pour se réapprovisionner en eau et en charbon. Les locomotives à vapeur semblent insatiables, mais leur gourmandise en charbon et en eau allait un jour causer leur perte. Les arrêts fréquents et les infrastructures de ravitaillement qu'elles exigent ne sont pas totalement compensés par leur performance. Et puis les belles de fer sont polluantes. La population s'en plaint de plus en plus. Jour après jour, ces longs rubans noirs semblaient annoncer une mort presque certaine. Au milieu des années 50, on voit encore fréquemment de grosses vapeurs s'amuser à pousser des diesels de première génération. Mais le temps est proche où l'on verra se produire l'inverse et pour de bon. Pas toujours été un party, ces locomotives-là. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il faisait froid. T'as beau dire t'as un boiler en avant de toi, mais chaque côté, faut te garder comme il faut, c'est ouvert. Alors l'air entrait par là, tu gelais d'un bord, chauffais d'un bord, puis tu gelais de l'autre bord, du côté de la fenêtre, tu gelais. La neige rentrait, le froid rentrait, ça fait que t'avais un beau d'avoir un... Mais ça n'a pas toujours été un cadeau, ça, je l'admets. Si on se demande pourquoi, en dépit des difficiles conditions de travail, des hommes comme M. Dever ou Ménard ont si passionnément vécu leurs années au service de leur machine, c'est peut-être dans le travail lui-même qu'il faut chercher la réponse. C'était pas une vie facile, mais c'était une vie que, quand tu débarquais, tu t'étais senti utile. Autant le chauffeur que l'ingénieur. Il y avait bien quelques mécaniciens qui prenaient la profession à la légère, mais la plupart avaient un grand respect pour ce métier dont ils étaient fiers. On reconnaissait un bon mécanicien à son habileté, mais également à son sens des responsabilités. C'était particulièrement le cas des hommes affectés au train de passagers. Ayant sous son contrôle des centaines de personnes attablées dans le wagon-restaurant ou se reposant calmement dans des voitures-lits, un bon mécanicien devait savoir manier le frein avec une main gantée de velours. C'est comme tout le reste dans la vie. On devrait tous être très fiers du type de travail qu'on fait. Peu importe le travail. On devrait être fiers de faire du bon travail, quoi. Pendant ce temps, dans les cours de triage, les locomotives diesel étaient arrivées à l'âge adulte. Après des années d'ajustement, elles se sentaient maintenant prêtes à tout fracasser sur leur passage. Arriva donc ce qui devait arriver. Un jour, l'une d'entre elles se détache du peloton, la locomotive diesel électrique 7077 du Canadien Pacifique. De Montréal, on veut lui faire un aller simple pour la Colombie-Britannique, histoire de voir si le concept diesel est viable sur les grandes distances. Or, non seulement la 7077 franchit allègrement ses 3000 km de rail jusqu'au Pacifique, mais elle en revient en pleine forme sans avoir rencontré de pépins. Pas d'arrêt pour l'eau, ni pour le charbon et entretien minimum. La preuve est faite. Le diesel est capable d'accomplir le même boulot que la vapeur. La dieselisation complète du réseau tout entier n'est plus qu'une question de temps. Les locomotives à vapeur étaient devenues des dinosaures. Il ne leur restait désormais qu'à s'éteindre, laissant derrière regrets et souvenirs d'une vie pleine et passionnante. Quant aux locomotives diesel, il suffit d'abaisser le levier et le moteur se met en marche. Ce n'est plus la même chose. À bord d'une locomotive à vapeur, on éprouvait une sensation bien particulière.
Vous regardiez à l'extérieur et vous aviez devant vous le long nez de la locomotive. Vous sentiez le souffle du vent. Vous preniez le temps de saluer les enfants. C'était vraiment merveilleux. Raymond Dever est décédé peu de temps après cette entrevue. Bon sang, ce que j'aimerais remonter à bord. Si vous voyez ce que je veux dire. Pendant quelques années encore, la vapeur et le diesel vont travailler côte à côte, chacun tirant son lot de marchandises et de passagers. Mais les vapeurs transportaient de plus en plus de passagers et de moins en moins de fret, car là où depuis quelques années déjà, on devait utiliser plusieurs locomotives pour transporter de lourdes charges, on commence à voir des diesels capables de tirer seuls les mêmes cargaisons. Et s'il arrivait que 2 ou 3 diesels devaient joindre leurs efforts, elles coûtaient quand même moins cher à opérer que les locomotives à vapeur. Des scènes comme celle-ci, où un convoi diesel marchandises cède le passage à une locomotive à vapeur et son train de passagers, allaient bientôt faire partie de l'histoire ancienne. Le jour n'était pas loin où seuls des diesels auraient droit de passage unique sur les routes de fer du Canada. Désormais, lorsqu'un convoi en croisera un autre, les locomotives à leur tête seront devenues des sœurs jumelles. La partie était inégale. Les belles de fer durent s'incliner devant les nouvelles venues et tirer leur révérence. Les locomotives à vapeur ne pouvaient l'emporter. Bien que plus coûteuses, les diesels ont un avantage considérable. Elles peuvent rouler 24 heures sur 24, 365 jours par année. Plus besoin de vérifier fréquemment les ajustements ou de les remonter complètement comme c'est le cas avec les locomotives à vapeur. Pour les compagnies, ces coûts exorbitants d'entretien étaient suffisants pour justifier leur mise au rencard. Et puis, contrairement à un engin diesel, une locomotive à vapeur doit faire des arrêts fréquents afin de faire le plein d'eau et de combustible. Après 16 heures sur les voies, on doit mettre fin à son quart de travail. Un peu comme on le faisait autrefois avec les chevaux, il est nécessaire de changer de locomotive, ce qui n'est pas le cas avec le diesel. Mais la plus sérieuse des tares que les valeureuses locomotives à vapeur traînent depuis le début de leur histoire est la nécessité de les retourner au bercail à tous les 5 ans pour être entièrement démontées et reconstruites. Et voilà, fini la rigolade. Il suffira d'une quinzaine d'années à peine pour mettre fin à toutes ces mésaventures. Les problèmes reliés au ravitaillement en eau et en charbon étaient chose du passé. Avec le diesel, il y a également moins de gaspillage d'énergie. Une locomotive à vapeur ne transforme que 10% de son énergie en force motrice. Le reste s'envole en fumée. Avec la même énergie, une locomotive diesel obtient plus du double de la puissance. Avec le passage de la vapeur au diesel électrique, les compagnies réalisent donc de grandes économies d'échelle.
simplement de locomotives diesel. Présentement, c'est électrique, même si de l'extérieur, c'est un modèle diesel. Mais quand on fait allusion aux locomotives diesel, c'est toujours diesel électrique. En réalité, les grosses locomotives, c'est un moteur diesel qui tourne un alternateur qui fait de l'électricité pour les moteurs. Alors, ceci, dans la vraie réalité, les moteurs, c'est qu'au lieu d'être verticales, sont insérés à l'intérieur des roues. À cause de sa formidable puissance, on associe plus spontanément le diesel au transport des marchandises qu'à celui des passagers. Mais les diesels sont plus silencieuses, plus propres et plus discrètes que les grosses locomotives à vapeur. L'impression de force qui s'en dégage ne trouble en aucun temps le confort et le calme qui règnent dans les voitures. Toutes ces belles qualités les avaient conduites à la tête de trains aussi célèbres que le Supercontinental du Canadien National et le Canadian du Canadien Pacifique. Au milieu des années 50, ces deux trains élégants, du wagon de queue à la locomotive, traversaient le pays en 70 heures, roulant plus ou moins 125 km/h. Ils traînaient derrière eux une vingtaine de voitures climatisées, des voitures à bagages, restaurants, salons et wagons-lits. Entièrement fabriqué en acier inoxydable, le Canadian possède une superbe voiture panoramique permettant aux voyageurs de profiter pleinement du paysage. Après que le CP et le CN l'eurent tour à tour abandonné, la compagnie Via Rail reprit à son compte l'ensemble du service voyageur au pays en 1977. Un an auparavant, le magnifique turbo du Canadien National avait pourtant fait une entrée remarquée. Ce train passager à grande vitesse bâtit en 1976 un record canadien en atteignant les 225 km à l'heure. Depuis les années 50, 4 générations de locomotives diesel électriques ont été mises sur les rails. Toujours plus puissantes et perfectionnées les unes que les autres. Au cours de cette période, on est passé de moins de 1000 chevaux vapeur à 7000 aujourd'hui. Entre 1966 et 1971, la Montreal Locomotive Works a livré 63 de ces Big Alco au Canadien Pacifique. Munie d'une cabine plutôt froide pour nos hivers et un peu trop brinque-ballante, la Big Alco connaît de fréquents ennuis mécaniques qui l'amènent à l'atelier plus souvent qu'à son tour. Dans son dos, on chuchote en secret que plusieurs mécaniciens lui préfèrent une consoeur, sortie, elle, des usines de General Motors. Progrès oblige, au cours des 175 dernières années, le chemin de fer n'a cessé d'abandonner derrière lui des générations de locomotives. Avec l'avènement de l'informatique, le train allait devoir encore une fois effectuer un virage, puis filer droit vers une autre grande révolution technologique. On introduit le concept de conduite robotisée. À partir de la locomotive de tête, on est capable de contrôler les manœuvres de toutes les autres locomotives insérées dans le convoi. La machine diesel représentait d'importantes économies pour les compagnies car elle était moins coûteuse à opérer. Vous pouviez opérer 5 à 6 unités à la fois et vous n'aviez qu'un seul conducteur à payer. Avec la locomotive à vapeur, il vous fallait payer le coût de 5 locomotives à vapeur, 5 conducteurs, 5 chauffeurs. Ce qui permet la continuation du développement du trafic marchandises au Canada, c'est les économies d'échelle qui sont réalisées sur les salaires, donc les équipages, et en même temps, puisqu'il s'agit à ce moment-là juste d'accroître le nombre de machines à l'intérieur du convoi, on peut tout doucement allonger les convois, au point que cette année, on en est rendu à peu près à 1,6 mille de longueur, donc presque 2,8 km de longueur de convoi.
c'est vraiment quelque chose d'assez phénoménal. C'est très long à voir, mais ce sont ces machines qui le permettent, surtout celles maintenant de 4e génération. Voici la 9114, une Mac 90 diesel de 4e génération et à courant alternatif. Une machine moderne acquise récemment par le Canadien Pacifique. Le moteur des Mac développe 4300 chevaux vapeur et le réservoir peut contenir jusqu'à 22 000 litres de carburant. De quoi rouler loin et longtemps. Comme pour d'autres locomotives de type comparable, la grande autonomie des Mac 90 leur vaut d'être affectées sur les voies principales du réseau du CP. C'est à elles surtout que l'on confie le délicat transport des conteneurs et des automobiles. La Mac 90 est une pure merveille aux yeux d'hommes comme André Pilon, responsable de l'entretien et de la réparation des locomotives au Canadien Pacifique. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour la locomotive, c'est-à-dire vous avez votre système à air indépendant, seulement pour les locomotives, et vous avez votre système à air pour tous vos wagons en arrière. Vous avez votre throttle qui est pour augmenter votre régime de moteur. Et vous avez ici votre renverse, soit avant ou arrière, parce qu'une locomotive peut fonctionner autant par en avant que par en arrière. Et puis, maintenant, c'est tout électronique. Vous avez même la cloche, le sifflet, c'est tout électronique maintenant. Auparavant, c'était tout manuellement à l'air, et puis maintenant, c'est tout électronique. On peut comparer une locomotive aujourd'hui à un avion. Un 747, si vous regardez un 747, le système intérieur là, est peut-être pas aussi sophistiqué, mais comparable. Donc vraiment, un 747 et une locomotive, c'est des générations de machines? C'est des générations de machines où les ordinateurs prennent charge, que ce soit de contrôle, que ce soit de vitesse, que ce soit de l'application des freins. Tout est contrôlé par ordinateur, et également, on a toujours certainement les conducteurs de train qui sont toujours à l'intérieur des c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'on a encore besoin d'un conducteur de train? Oui, peut-être au point de vue de sécurité humanitaire, oui. Ah oui, autrement on n'aurait pas besoin? Autrement on n'aurait pas besoin. Quand on voit ce qui sort aujourd'hui des ateliers Bombardier, on a du mal à se rappeler que ces bolides sont les descendants directs de ceux que l'on fabriquait au début du siècle à la Montreal Locomotive Works. Les ouvriers des usines modernes, comme leurs prédécesseurs, éprouvent certainement à leur tour une grande fierté lorsque de leur travail naissent ces puissantes machines. Quant à ceux qui les conduisent, ils effectuent leur travail du bout des doigts, les manœuvres étant passablement simplifiées depuis l'arrivée de l'ordinateur. Mais plusieurs diront qu'il n'y a plus, comme au temps des belles de fer, ce corps à corps avec la vapeur et la machine. C'était l'époque où la métaphore du cheval de fer, de l'étalon qu'il fallait dompter, prenait tout son sens. Le temps, semble-t-il, filera toujours plus vite que les plus rapides de nos inventions. La retraite viendra toujours trop tôt pour les passionnés. Quant à la vapeur, étonnant, mais elle n'a pas totalement disparu. Elle, qui avait été mise au rencard en partie pour cause de pollution, sert aujourd'hui à désherber de façon tout à fait écologique les abords de la voie ferrée, remplaçant ainsi les herbicides chimiques. La Royal Hudson connaît aujourd'hui une retraite dorée à se balader en souveraine dans les montagnes qu'elle grimpe encore avec panache. Quant à celle par qui tout a commencé, la Dorchester, elle a fini ses jours dans une usine de Joliette où elle fut
fut utilisée comme force motrice. Mais ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes, disait Félix Leclerc. Et bien des gens se rappellent qu'au temps du verglas, l'énergie électrique fournie par cette vieille loco diesel, retraitée du Canadien national, était aussi fringante que lors de son premier tour de moulin. Des premiers traits de génie inventifs de l'homme, l'homme a ri. Et il rira sans doute dans 100 ans de ce que nous considérons aujourd'hui comme le sommet de notre inventivité. Car l'imagination appelant l'imagination, qui sait quelle extraordinaire locomotive nous attend là-haut?